Voilà, on vous a un peu rapidement brossé le paysage, le panorama des fonds. On est maintenant disponible pour vos questions. On a déjà d'ailleurs un certain nombre de questions qui nous ont été posées en amont de cette webconférence. Donc on va essayer d'y répondre avec Pauline. En commençant par l'une des questions, donc n'hésitez pas à en poser à partir de maintenant si quelque chose vous a paru trop rapide ou peu clair. On peut commencer peut-être par les questions qu'on a reçues juste avant cette présentation. Et puisqu'on parlait des frais juste avant, l'une des questions posées, l'un de vous demandait, il s'agit de Nicole, quelques éclaircissements sur les frais inhérents à ces fonds. Alors je crois en avoir dit quelques mots déjà. À partir de combien ces frais sont-ils abusifs? Alors c'est une question difficile parce qu'il n'y a pas de plafond réglementaire au niveau des fonds. Je pense que le plus important c'est d'avoir une idée de ce qu'est la pratique normale s'agissant de fonds par catégorie. Nous publions à l'AMF une infographie régulièrement qui donne les moyennes. Donc ce sont des repères, les moyennes de frais par fonds. Par exemple pour les fonds d'action française, la moyenne en 2017, c'était 1,9% par an. Je vous disais donc, il y a des différences importantes. On peut donc en déduire que des fonds qui prélèveraient régulièrement des frais chaque année de l'ordre de 2,5 ou 3% par an, c'est beaucoup. Et qu'il y a moyen, peut-être, à qualité de gestion comparable, de choisir un fonds similaire prélevant des frais bien moins importants. Alors sachez aussi, pour compléter, que je parlais juste avant des fonds indiciels. Les fonds indiciels, puisqu'il y a moins de gestion, la gestion n'est pas active, appliquent des frais bien moins élevés. Ils sont de 1% en moyenne pour les fonds d'action indiciels. Et les trackers dont je parlais, qui sont des fonds indiciels encore plus simples, eux sont plutôt sur des montants de frais de 0,4% par an. Donc, en l'occurrence, une baisse de frais très importante si son objectif est simplement de faire un investissement sur un indice. Voilà, Nicole nous a posé aussi une question un petit peu différente du thème du jour, à savoir sur les placements atypiques, donc dans le vin ou les diamants par exemple. Même si ce n'est pas le thème du jour, on a souhaité répondre très rapidement parce qu'en fait, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet sur ce type de placement financier. Donc le message de l'AMF évidemment est d'être très prudent et de contacter notamment la plateforme AMF Épargne Info Service, dont le numéro est dans la présentation, en cas de doute avant de vous lancer dans ce type d'investissement. Alors une autre question, elle est importante. Quel avantage présente un fonds par rapport à un investissement direct en action? Alors, on l'a dit à un moment donné, un épargnant qui veut diversifier sur les marchés d'actions aura des facilités, c'est facile d'accès, les fonds, à passer par des fonds. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent vouloir investir en actions directement, qui peuvent vouloir maîtriser directement leur choix sur telle et telle action. La différence principale, c'est que c'est difficile, en investissant en direct, d'obtenir un placement aussi diversifié qu'avec un fonds. C'est le premier constat. Inversement, on a vu qu'il y a des niveaux de frais assez importants parfois avec les fonds. Donc l'avantage d'un investissement en direct, c'est que les frais, s'il s'agit d'investir sur des bourses de proximité, sur Euronext ou à New York ou à Londres par exemple, en direct, on a des frais moins importants qu'avec des fonds. Inversement, si on veut investir, et on a dit que c'était possible via des fonds sur des marchés émergents, des marchés lointains, c'est très coûteux d'investir en direct, c'est même parfois très difficile. Donc là, ce sera bien plus avantageux en termes de frais de passer par un fonds. On a eu une question aussi en amont qui rejoint celle que Jackie vient de nous envoyer. Doit-on obligatoirement passer par un intermédiaire financier, ma banque, pour souscrire à des fonds? Pour souscrire à des fonds, vous avez accès à de nombreux intermédiaires. Donc évidemment, il y a votre banque, mais vous pouvez aussi passer par un assureur, un conseiller en investissement financier ou même encore un courtier en ligne.
Alors je vois les questions qui arrivent, il y en a une puisqu'on était sur les frais. Les frais peuvent-ils se négocier en matière de fonds? On peut négocier les frais d'entrée en fonction du montant. Il y a même beaucoup d'intermédiaires qui n'appliquent, sur Internet notamment, qui n'appliquent plus de frais d'entrée. Pour les frais de gestion, c'est quasiment impossible. Les frais de gestion s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des porteurs du fonds, ou alors il faut aller sur de la gestion dédiée. Il s'agit de très très gros montants. Une autre question qu'on a eue un petit peu en amont, les investisseurs sont-ils obligés de mettre des actions et des FCP SICAV investis à 75% en actions françaises dans le PEA? Alors, il s'agit en fait d'actions européennes dans le PEA, mais oui, pour pouvoir mettre des fonds dans son PEA, il faut qu'il y en ait 75%. Alors, une question de Dominique. À partir de quels critères sont noter ou apprécier les fonds pour les classer de défensifs à dynamiques? Alors, c'est vrai que les fonds diversifiés, souvent, ce sont des fonds profilés, c'est-à-dire que leur niveau de risque est annoncé, prudent, équilibré, dynamique, offensif. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition réglementaire de ces appellations. Donc l'AMF ne définit pas, par exemple, ce que doit être un fonds dynamique. En revanche, il est bien évident, donc ça veut dire que c'est la société de gestion qui va décider d'appeler son nom, d'appeler le fonds dynamique, si par exemple, si la société de gestion juge que ce sera principalement investi en actions. Il est bien évident que cette appellation peut être trompeuse, donc l'AMF est vigilante sur les mots qui sont employés. Typiquement, quand on voit passer des documentations en amont de leur commercialisation, on ne laissera pas passer une appellation prudente pour un fonds qui serait investi à 50% en actions. L'AMF ne laisserait pas passer ça. Et il faut donc que le terme utilisé soit significatif de la véritable nature, risquée ou non, du fonds qui est proposé. On a beaucoup de questions qui arrivent, Olivier, sur finalement la différence entre un fonds et un ETF. Oui. Alors la différence, on en a un petit peu parlé. Donc un ETF, c'est un fonds indiciel coté qui n'est pas géré activement. L'ETF va essayer de reproduire l'évolution d'un indice. Il y a toutes sortes d'indices sur le marché, il y en a des milliers dans le monde, voire des centaines de milliers. Le plus souvent, il peut s'agir d'un indice d'action, donc l'ETF va chercher simplement à suivre l'évolution de l'indice. Donc quand vous achetez un ETF, vous investissez ni plus ni moins, sur cet indice. Si l'ETF est bon, il va suivre l'évolution de cet indice. S'il est moins bon, il y aura des écarts. On a dit les frais des ETF sont réduits par rapport à ceux des fonds classiques. Inversement, un fonds géré classiquement sera un fonds qui va essayer de battre son marché, et il y en a. Certains fonds, parfois sur plusieurs années, arrivent à faire mieux que les indices qu'ils essayent de battre. Donc dans ce cas-là, le gérant fait des choix forts, il peut décider de s'en écarter, il peut décider par exemple pour battre l'indice principal de Euronext Paris, le CAC 40, de ne pas investir sous toutes les valeurs de CAC 40 et il espère ainsi obtenir de meilleures performances. Donc on voit que l'investisseur, dans le premier cas, dans celui des ETF ou des fonds indiciels, ne veut pas prendre le risque de faire un placement qui fera moins bien que l'indice, et l'investisseur qui, lui, préfère un fonds à gestion active, lui, veut faire mieux que l'indice à travers les qualités de gestion d'un gérant qui fera donc des choix opportunistes, heureux, et qui pourra faire de meilleures anticipations que les autres gérants. On a une question de Christian qui nous demande si les performances indiquées sur le DC avec la comparaison par rapport à l'indice de référence prennent en compte les frais inhérents au fonds. Alors non, pas dans le DC. Alors oui, s'agissant des frais de gestion, effectivement, la performance qui est communiquée au porteur, au détenteur de la part, la performance qui est affichée est nette des frais de gestion. Donc, quand vous voyez dans le DC les performances passées, les frais de gestion, les frais courants ont été déduits de la performance affichée.
En revanche, quand vous vous tournez vers l'avenir, vous attendez une certaine performance et vous devrez imaginer le potentiel de rendement du fonds et déduire les frais annuels qui sont appliqués chaque année au fonds. Donc la réponse est oui et non. Oui, dans le DC, les performances sont nettes de frais. Et attention, il faut tenir compte des frais, malgré tout, qui viendront se soustraire des performances futures. Alors une autre question qui rejoint ce qu'on a dit un peu précédemment, les fonds collectifs sont-ils éligibles au PEA et au PEA PME ETI? Alors oui, ils le sont sous certaines conditions relatives aux titres qui sont investis dans les fonds. Donc c'est votre conseiller habituel qui pourra vous renseigner, à savoir que les SCPI, donc les placements dans la pierre papier, eux ne sont pas éligibles au PEA. Est-ce que tu veux qu'on prenne une dernière question? Une dernière question peut-être. Je vois une question, la performance d'un fonds est liée à différents critères, dont la qualité du gestionnaire. Quand ce dernier change, on n'en a pas la visibilité. Existe-t-il des sociétés qui prennent en compte cette information? Alors, c'est exact. On a parlé de qualité de gestion. S'il s'agit d'un fonds géré activement, la qualité de la gestion va déterminer la performance durable d'un fonds. Quand le gestionnaire part ou quand une équipe s'en va d'une société de gestion, les performances peuvent s'en ressentir. Alors, il existe, je pense que c'est intéressant de le mentionner peut-être pour répondre mieux à cette question, il existe ce qu'on appelle des agences de notation de fonds ou des sites de comparaison de fonds qui vont essayer de noter la qualité de la gestion d'un fonds à travers des méthodes statistiques qui vont regarder la performance passée du fonds dans sa catégorie et attribuer des étoiles par exemple aux fonds qui seront durablement plus performants que la moyenne de leur catégorie. Mais il y a aussi des sociétés de gestion qui s'intéressent justement, qui vont noter les fonds qualitativement en s'intéressant à la méthodologie de sélection des valeurs et notamment à l'expérience aussi du gestionnaire. Donc, quand on compare des fonds, quand on s'intéresse à la qualité de gestion d'un fonds, c'est vrai, c'est intéressant de s'intéresser aux commentaires qui sont faits dans ces comparatifs et par ces agences de notation. Ce sont des avis, ce sont des opinions, là aussi, donc ce n'est pas à prendre pour argent comptant, mais c'est toujours intéressant d'avoir des avis externes sur la qualité d'un fonds. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette webconférence. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger la présentation en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran. Vous pourrez donc la revoir dans quelques semaines sur le site de l'AMF. Et surtout, afin de nous aider et de vous proposer des sujets qui vous intéressent, répondez au questionnaire de satisfaction pour nous donner votre avis sur cette conférence qui s'affiche également à votre écran.